Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment quitter son travail intelligemment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Raphaël, je suis élève avocat spécialisé en droit du travail. Et aujourd'hui, on va essayer de voir tous les mécanismes juridiques qui permettent à un salarié de quitter son travail, de quitter son emploi en gardant une certaine sécurité. En fait, ça c'est une question qui m'a énormément été posée et le problème peut venir de plein de raisons différentes. On peut avoir le premier problème, c'est l'employeur qui ne respecte pas ses obligations. Et là, le salarié, s'il est payé en retard par exemple, systématiquement, il peut se poser légitimement la question, comment faire pour quitter mon travail? Mais ça ne vient pas nécessairement de l'employeur, ça peut venir du salarié aussi. C'est surtout à l'heure actuelle, il peut y avoir des désirs de la part du salarié de quitter son travail pour tenter une activité d'indépendant, pour tenter de créer une entreprise. Ça peut venir aussi de changements, de bouleversements comme une naissance qui fait que la rémunération qui convenait avant ne convient plus. Pareil pour les horaires de travail. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, en fait, c'est toutes les solutions, tous les mécanismes juridiques qui permettent de résoudre ces problèmes-là. On ne va pas s'intéresser uniquement à la question de comment faire pour quitter son travail. On va voir d'autres mécanismes. Le but, en fait, c'est si vous vous posez cette question-là, comment je peux faire pour améliorer en fait mes conditions de travail, c'est que vous ayez à votre disposition dans cette vidéo une dizaine, une quinzaine de solutions. Le but, c'est d'y réfléchir ensuite à froid et de réfléchir quelle solution convient mieux à votre problème. Normalement, il y aura forcément une de ces solutions-là qui va coller et qui pourra vous aider en tout cas à résoudre vos problèmes du moment. Alors ces solutions, je les ai regroupées en trois parties. Première partie, on verra des solutions, des mécanismes qui ont trait à ce qu'on appelle la suspension du contrat de travail. Concrètement, c'est les congés. On va voir quels sont les congés à votre disposition si vous voulez prendre une pause, lesquels sont rémunérés, etc. Dans un deuxième temps, on verra tous les mécanismes qui ont trait à la modification du contrat de travail pour permettre de vous soulager un peu et d'avoir des meilleures conditions de travail. Dans un troisième temps, on verra les mécanismes qui ont trait à la rupture du contrat de travail, c'est lorsque les solutions d'avant ne conviennent pas. Comment on peut faire en fait pour rompre son contrat de travail sans se retrouver sans revenu du jour au lendemain. Alors, les mécanismes numéro 1, les mécanismes en rapport avec un congé. Le but ici, c'est de prendre un congé pour souffler pendant une période déterminée. Alors, quels congés sont à la disposition des salariés? Le premier congé, c'est le congé qui s'appelle le congé individuel de formation qui, au 1er janvier 2009, est devenu ce qu'on appelle le projet de transition professionnelle. Ce congé, en fait, il permet à un salarié de s'absenter de son poste de travail, donc c'est une excuse pour s'absenter de son poste de travail, pour aller suivre une formation. Cette formation, elle peut permettre de se qualifier, de se reconvertir, etc. L'avantage, en fait, de ce congé de formation, c'est qu'il va permettre aux salariés d'être rémunérés pendant le temps de la formation. Ce congé peut durer jusqu'à 1 an et en plus, l'employeur ne peut pas le refuser. Il peut le retarder, mais il ne peut pas le refuser. Ce qui fait que ça permet véritablement à un salarié de se reconvertir et en plus d'avoir la sécurité d'avoir un revenu pendant le temps où il ne travaille pas. Ensuite, on a un deuxième congé que tout le monde connaît, mais je voudrais en parler un peu, c'est le congé sans solde. Le congé sans solde, en fait, il n'est pas prévu par le Code du travail. C'est quelque chose qui est né en fait de la pratique. Ça va permettre tout simplement à un salarié d'être excusé de ne pas aller travailler. L'avantage de ce congé, c'est que si vous avez envie de faire un point ou même de partir en vacances pendant 1 mois, 2 mois, c'est tout à fait possible en fait avec l'employeur de négocier un congé sans solde en lui disant voilà, moi j'ai besoin d'1 mois, 2 mois pour réfléchir, est-ce que tu me l'accorderais? Si oui, à quelle période? Et c'est tout à fait possible qu'ils vous disent oui parce que dans certaines entreprises, il y a des moments où il y a moins de boulot que d'autres. Donc à la limite, ça peut même arranger l'employeur. Donc ça, l'inconvénient évidemment, c'est qu'il faut l'accord de l'employeur. Deuxième inconvénient, c'est que vous n'allez pas être rémunéré, donc il faut mettre de l'argent de côté. Mais ça permet en tout cas de souffler pendant un certain temps et de ne pas perdre son travail puisque à la fin du congé, vous serez réintégré dans l'entreprise. Donc il y a quand même une certaine sécurité à ce niveau-là. Troisième congé, ce qu'on appelle le congé sabbatique. Le congé sabbatique, il y a des conditions assez strictes pour pouvoir en bénéficier. Il y a notamment des conditions d'ancienneté dans l'entreprise, mais aussi des conditions d'activité en tant que salarié ininterrompu. Si vous répondez à toutes ces conditions-là, le congé sabbatique, l'avantage, c'est que l'employeur va pouvoir le refuser, mais dans des cas extrêmement limités, ce qui fait que dans beaucoup de cas, il sera obligé de l'accepter. Mais ça vous permet là encore de faire un point, puisque c'est ce qu'on appelle un congé pour convenance personnelle. Donc vous allez être en congé, vous serez excusé, vous ne serez pas licencié pour abandon de poste, vu que c'est un congé légitime. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'employeur peut avoir des raisons de retarder le début de ce congé. Ensuite, quatrième type de congé, ce qu'on appelle le congé pour création ou reprise d'entreprise. Ce congé va vous permettre d'avoir un congé total ou alors d'avoir une période de travail à temps partiel. Donc ça, c'est génial pour ceux qui veulent conserver une sécurité et avoir encore des revenus. Vous pourrez, si vous remplissez toutes les conditions de ce congé, bénéficier d'un temps partiel. Donc ça vous assure quand même une certaine sécurité. Ensuite, le cinquième congé, c'est un peu spécifique. C'est le congé maladie.
Il y a souvent des questions qui me sont posées en me demandant est-ce que c'est une bonne idée ou pas de me mettre en arrêt maladie, c'est-à-dire d'aller voir un médecin, de simuler une maladie pour obtenir un congé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des salariés qui le font et ça fonctionne pour certains salariés. Moi, à titre personnel, je le déconseille puisque je trouve que c'est une démarche qui nécessairement aura pour effet d'empirer les problèmes. Je ne le conseille pas à titre personnel, je trouve qu'il y a quand même des solutions beaucoup plus simples. Ensuite, deuxième corps de règle, c'est-à-dire les mécanismes qui vont concerner cette fois-ci la modification du contrat de travail. Là, on est dans la situation où le salarié aime bien son travail, mais voilà, il estime que la rémunération elle est insuffisante ou que le lieu de travail, c'est-à-dire l'ambiance de travail là où il est, ça ne lui plaît pas, ou alors que les horaires de travail ne lui conviennent pas, peut-être parce qu'il y a une naissance, il a besoin de s'occuper de ses enfants, etc. En tout cas, il y a des possibilités, là encore, pour améliorer ses conditions de travail. Première solution, c'est la solution du temps partiel. Le temps partiel, ça peut être une solution géniale pour beaucoup de salariés. Pourquoi? Parce que dans certaines entreprises, le service des ressources humaines n'est pas opposé au temps partiel. Ça peut arranger l'entreprise d'avoir un salarié qui est là, qui travaille un peu moins parce qu'il n'y a pas suffisamment de travail et du coup, en proportion, le salarié sera moins payé. Donc évidemment, la rémunération est amputée du temps où vous n'allez pas travailler, mais ça vous permettra d'avoir plus de temps libre. C'est possible aussi de le faire pour les salariés en forfait jour. Et ce qui est génial, c'est que ça va peut-être vous permettre, à voir avec le service des ressources humaines, mais par exemple de travailler que 4 jours par semaine ou alors d'avoir toutes vos vacances scolaires disponibles pour vous occuper des enfants. Donc le temps partiel, ça peut vraiment être quelque chose de génial. L'inconvénient, évidemment, c'est que là encore, il faut l'accord de l'employeur. Alors si vraiment vous souhaitez du changement, que vous vous dites le travail dans ces conditions actuelles-là, j'en peux plus, il faut que ça s'arrête, vous pouvez aussi négocier une mutation ou un télétravail. Donc la mutation, ça consiste simplement, si vous faites partie d'une grosse entreprise, à demander à être muté ailleurs. Et bon, il faut une grosse entreprise. Ensuite, il y a aussi le télétravail. Le télétravail, comme tout le monde le sait, ça permet de travailler de chez soi. L'avantage, c'est que désormais, le Code du travail permet, même s'il n'y a pas d'accord collectif ou de charte dans l'entreprise, de négocier le télétravail avec l'employeur par tout moyen. Bon, c'est censé être occasionnel, mais en tout cas, il y a quand même des solutions. On peut négocier avec son employeur un télétravail. Alors évidemment, ce n'est pas valable pour tous les métiers, mais il y a des métiers dans lesquels c'est possible. Et ça nécessite aussi d'avoir des bons rapports avec l'employeur. C'est-à-dire que l'employeur vous fait suffisamment confiance pour savoir que vous allez pouvoir travailler de chez vous. Mais en tout cas, pour certains métiers, ça se tente. Alors, troisième corps de règle applicable, et c'est quand même le titre de la vidéo, comment quitter son travail, on va parler de la rupture du contrat de travail. La rupture du contrat de travail, ça signifie en fait que le contrat de travail va être terminé. Pour ça, il y a plusieurs modes de rupture qui sont possibles. Les cas les plus connus, généralement, on parle de la démission, de la rupture conventionnelle et du licenciement. Il y a d'autres cas qui s'appellent la prise d'acte et la résiliation judiciaire. Ces deux cas, ils sont assez méconnus, mais en pratique, ils peuvent s'avérer assez utiles. La prise d'acte, ça consiste tout simplement lorsque vous reprochez à votre employeur des manquements suffisamment graves, nous dit la jurisprudence, c'est-à-dire que l'employeur va manquer à ses obligations. Dans ce cas-là, vous pouvez décider de rompre le contrat de travail, donc vous envoyez une lettre recommandée avec l'employeur, vous lui dites ce que vous lui reprochez, et ça consiste à saisir directement un conseil des prud'hommes, donc on rentre dans une action en justice, quand même quelque chose de plus grave, pour saisir le conseil des prud'hommes et faire reconnaître cette prise d'acte comme étant justifiée, et ça produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou nulle. Concrètement, en fait, vous allez pouvoir récupérer l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc ça permet en fait quand l'employeur ne respecte pas ses obligations, vous dites moi j'y vais et en plus je vais te faire un procès pour que ça soit reconnu comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La résiliation judiciaire, c'est comme la prise d'acte, mais ça a quelque chose de plus sécurisant dans la mesure où vous restez dans l'entreprise et parallèlement vous saisissez le conseil des prud'hommes pour faire constater un manquement suffisamment grave. Si le manquement est constaté, ça produira les mêmes effets que pour la prise d'acte justifiée, c'est-à-dire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Alors, l'inconvénient de la prise d'acte, c'est quoi? C'est que si jamais vous quittez votre travail, vous envoyez une lettre recommandée à votre employeur, vous saisissez le conseil des prud'hommes et 2 ans plus tard, quand la décision est rendue, peut-être même en cours d'appel, on vous dit que non, la prise d'acte n'était pas justifiée, que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations ou en tout cas que les manquements n'étaient pas suffisamment graves, vous vous retrouvez sans emploi et sans indemnité. Donc, il y a quelque chose quand même d'assez risqué. Pour la résiliation judiciaire, c'est quand même assez sécurisant, mais le risque, et c'est tout le temps le cas en pratique, c'est que vous allez vous retrouver dans une ambiance de travail exécrable puisque vous allez travailler tous les matins avec un employeur avec qui vous êtes en procès. Donc, c'est quand même pas une solution très souhaitable. Ensuite, deuxième solution pour rompre son contrat de travail, c'est demander une rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, pour ceux qui se posent des questions dessus, je vous invite à voir une vidéo que j'avais faite dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une rupture amiable. Ça veut dire que le salarié ne va pas pouvoir imposer à l'employeur une rupture conventionnelle et l'employeur ne peut pas imposer au salarié une rupture conventionnelle.
La meilleure solution dans les cas comme ça, si votre entreprise est un peu réticente à faire une rupture conventionnelle, c'est qu'il faut demander à son employeur et il faut vraiment que l'initiative vienne de vous. Il y a un risque pour l'entreprise à proposer une rupture conventionnelle à un salarié puisque plus tard, un salarié pourrait dire voilà, on m'a forcé à prendre une rupture conventionnelle, donc la rupture conventionnelle doit être annulée. Donc si l'initiative vient de vous, déjà ça pourra rassurer l'employeur. Après, c'est à vous aussi de garder des bons rapports avec l'employeur pour négocier au mieux cette rupture conventionnelle. Mais là encore, si l'employeur refuse, pas de rupture conventionnelle possible. Ensuite, troisième solution, la démission. Alors la démission, c'est une solution qui est souvent critiquée parce qu'on se dit, voilà, si je démissionne, je perds le droit aux indemnités chômage, ce qui est vrai, sauf cas exceptionnel. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a ça de risquer la démission. Mais moi, je pense au contraire que ça peut être une solution assez avantageuse. Pourquoi? Parce que le but quand même, si vous vous sentez mal dans votre travail, c'est de retrouver un travail par la suite. Et il n'y a rien d'impossible vraiment à chercher un travail pendant son travail actuel. C'est quand même la solution la plus simple. Alors, il y en a qui se disent, oui, mais si jamais je suis embauché pendant mon travail actuel, comment je vais faire? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez candidater pour d'autres postes, il faut être franc pendant l'entretien et dire, voilà, actuellement, je travaille dans cette entreprise, mais si vous me prenez, je démissionne instantanément. Généralement, c'est possible et dans ce cas-là, on va vous donner ce qu'on appelle une promesse d'embauche. Ça vous permet d'avoir la certitude d'être embauché. Vous démissionnez. Après, il y aura deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est le préavis. Vous avez un préavis lorsque vous démissionnez, sauf dans certaines entreprises où on pourra vous dispenser du préavis ou le réduire. Et la deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est si vous avez une clause de non-concurrence, bien sûr que c'est compatible avec le travail que vous cherchez ailleurs. Ensuite, dernière solution, est-ce qu'on peut provoquer volontairement un licenciement? Là, la question typique, c'est est-ce que je peux me mettre en abandon de poste? Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite encore une fois à voir la vidéo sur l'abandon de poste parce que j'explique ça un peu plus en détail. L'abandon de poste, c'est quoi? En fait, ça consiste simplement à arrêter d'aller travailler en croisant les doigts, en espérant que l'employeur va faire un licenciement et ensuite, grâce à ce licenciement, vous allez pouvoir toucher les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement plus les indemnités chômage. Alors, cette solution, elle est quand même extrêmement risquée pour deux raisons. La première raison, c'est que l'employeur n'est pas obligé de vous licencier. Il va pouvoir faire ce qu'on appelle, il va faire en fait des fiches de paie à 0 € et il va vous conserver dans les effectifs de l'entreprise. S'il fait ça, il peut très bien le faire pendant 6 mois, 1 an, il peut le faire autant de jours qu'il veut, autant de mois, autant d'années qu'il veut. Donc le risque, c'est de se retrouver dans une situation pendant très longtemps sans salaire. Et en plus, c'est légal. Le deuxième risque, c'est de faire l'objet d'un licenciement pour faute grave. Un abandon de poste, ça peut donner lieu à un licenciement pour faute grave. Et là, le problème, c'est que vous n'allez pas toucher l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Vous pourrez toucher les indemnités chômage, mais vous allez perdre quand même une partie de vos indemnités. Voilà pour toutes ces solutions. Alors évidemment, il y a peut-être d'autres solutions. J'espère en tout cas que j'ai évoqué l'intégralité des solutions possibles. Si vous avez pensé à d'autres choses, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez des questions sur tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, vous pouvez me poser les questions en commentaire. Par contre, sachez que je ne réponds pas aux questions particulières. Je ne fais pas des consultations, donc il faut que ça soit des questions générales sur ce que j'ai dit dans cette vidéo et là, je pourrai vous répondre. J'espère en tout cas que ça vous a été utile. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye.